Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Si Paris n'a qu'un mot à la bouche, la Ligue des Champions, la France ne parle que du coronavirus. Paris échappera-t-il au virus de la hontada? On va en parler tout de suite en revenant sur les deux derniers matchs contre Dijon et Lyon et en se projetant sur le match de mercredi qui a priori ne se jouera pas à huis clos, c'est la bonne nouvelle. Avec moi ce soir pour en parler, Drayas, pour le moment toujours vivant et en bonne santé. Bonsoir. Bonsoir, même si je commence à couver un petit quelque chose, mais on verra. Mets ton masque. Et Lionel, comment ça va? Ça va bien, merci, et vous? Eh ben, très bien, on va entamer tout de suite donc, par ces deux matchs. Deux scores fleuves, 4-0 contre Dijon, 5-1 contre Lyon. Mais est-ce que les prestations vous ont convaincu? On en parle tout de suite. Darius, est-ce que les deux matchs t'ont convaincu? Si je peux répondre rapidement ou prendre mon temps, non. Rapidement, c'est non. Après, il y a les circonstances. On a un Mbappé qui brille de 10 000 lumières. Mais il y a encore des immenses problèmes d'organisation, de distribution du jeu, un milieu de terrain qui n'est toujours pas trouvé, un Marquinhos qui est baladé. C'est simple, c'est un peu à pile ou face. Un jour c'est pile, il joue au milieu, un jour c'est face, il joue en défense, donc c'est vachement bien pour développer les automatismes. Un Gay qui est titulaire en dépit du bon sens, qui a sorti un match pas mal pourtant à Dijon, chose extraordinaire qui ne m'était pas arrivée depuis le Real. Mais qui parle des individualités plus tard, voilà, collectivement, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une incapacité, il y a un Neymar qui normalement fait plus d'efforts. C'est difficile de ne pas parler des individualités tant qu'on revient aux individualités. Si tu veux parler du collectif, c'est juste un collectif qui est toujours pas trouvé. Et à part se répéter par rapport à ce qu'on a dit depuis je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas quoi dire de plus en fait. Lionel. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Drayas. Après, quand il dit qu'il n'est toujours pas trouvé, je pense qu'il ne sera pas trouvé, notre collectif. C'est un peu tard, oui. Je pense que maintenant, il faut s'attendre à ce que si on réussit quelque chose sur cette fin de saison, que ce soit grâce à nos individualités, et basta. On ne va plus attendre quelque chose de lâché, un collectif exceptionnel. On y a cru pendant un mois quand les quatre devant décidaient de faire les efforts, et puis assez rapidement, ça s'est éteint. Et voilà, quoi. Donc après, pour revenir aux deux matchs, Dijon et Lyon, on va retenir la victoire. Contre Dijon, on n'encaisse pas de but, mais bon, ça n'a rien d'un exploit. Après, contre Lyon, on a pu revoir les difficultés qu'on a, le déséquilibre qu'on a quand on joue à 4 offensifs. Et après, peut-être qu'on a pu voir une animation un peu différente, puisque sur les deux matchs, Mbappé un peu plus côté gauche. Donc, après, je pense qu'on en reparlera un peu plus loin. Mais c'est deux victoires qui sont, on va dire, pas anecdotiques, mais qui ne sont ni rassurantes ni inquiétantes. Aujourd'hui, on sait que notre salut viendra d'un exploit individuel de Neymar ou Mbappé, ou rien d'autre, quoi. Ou Navas. Lionel, est-ce que tu as l'impression, donc, depuis cette défaite à Dortmund, tous les défauts parisiens se voient d'autant plus? Je sais que c'est depuis la défaite à Dortmund, mais comme je l'avais dit depuis le départ, moi j'attendais la deuxième partie de saison pour véritablement voir ce qu'on est en train de mettre en place. Je m'étais dit, parce qu'en début de saison, on trouvait que les joueurs étaient un peu à la peine physiquement, je me suis dit on travaille dur, on travaille fort pour arriver à 100% physiquement en février-mars. Et on se rend compte que février-mars, on est toujours aussi émoussé, que physiquement, les joueurs ont du mal à répéter tout le temps les efforts, que nos meilleurs joueurs ne sont pas en forme. Donc voilà, le résultat à l'heure actuelle, c'est que le travail n'a pas été fait correctement. Et je pense que juste Dortmund a mis en lumière nos lacunes. Et on verra si les joueurs réussiront à se motiver, à faire corps, comme ils sont en train de le faire dans la fête et autres, pour aller chercher une qualification. Après, le problème aujourd'hui, c'est que je pense que même si on a envie d'y croire, parce que le cœur, on n'est pas parisien pour que ce soit, les dernières saisons ne donnent pas vraiment de choses pour croire à un exploit. Enfin, pas un exploit, à croire à une qualification. Drayas, tu me disais tout à l'heure en off que tu trouvais nos défauts et nos prestations collectives pires que l'année dernière. Oui, mais justement, il y a... Oui, clairement.
Et l'année dernière, on était tous à dire que Tourelle n'y pouvait rien, qu'il avait des circonstances, qu'il avait au moins des excuses. Et je me souviens de débats qu'on avait sur ok, ça marche la théorie des excuses, ça sera pas vrai l'année prochaine, quelle que soit la circonstance. Et il semblerait, en tout cas au début de la saison, qu'il y ait eu le recrutement qu'il voulait. Donc les excuses aujourd'hui elles ont un peu bon dos. Et il y a eu ce marqueur qui a été ce match contre Dortmund, où, comme le rappelait Lionel, on avait trouvé une forme d'équilibre dans le 4-4-2, et qui s'expliquait beaucoup, notamment par l'impact défensif, des quatre offensifs qui faisaient l'effort, notamment Neymar. Mais on s'est retrouvé à Dortmund en changeant complètement de système, et ça a sonné le glas on a trouvé ponctuellement un semblant d'équilibre en 4-4-2, et tout à coup, ça a été complètement douché. Et depuis, on n'arrive plus à retrouver cette assise. Les joueurs sont trimballés d'un poste à l'autre. Marquinhos en est le premier exemple. Et ça a complètement tué tout ça. Je voulais réagir à un truc que disait Lionel. Tu disais que les joueurs font corps en soirée, etc. Et t'espérais qu'ils fassent corps pendant les matchs. Il y a un moment où pour faire corps pendant les matchs, il faut quand même que tu aies une structure qui te permette de faire corps de cette manière-là. Je ne suis pas sûr qu'à Paris, on ait su proposer ça aux joueurs. On ait su leur proposer, ne serait-ce que toi, il y a un moment où tu peux avoir des joueurs qui sont plus faibles à des postes, tu peux avoir des vraies faiblesses dans ton effectif, mais il y a un moment où un minimum de cohérence, un minimum de continuité va te permettre de trouver une assise, va te permettre de trouver certaines qualités, et va permettre justement du fameux corps dont tu parlais, de trouver des automatismes. Et je pense que Tourelle est un fossoyeur, en fait. C'est-à-dire que les joueurs auront beau essayer de faire corps en faisant des soirées ensemble, et qui pourraient vraiment faire corps, vraiment avoir envie de se battre les uns pour les autres. Il y a un moment, le foot, c'est surtout maintenant, c'est plus juste des guerriers, c'est plus juste des combattants, c'est plus des mecs qui ont envie de se battre les uns pour les autres. Il y a une structure, la manière avec laquelle on joue, la manière avec laquelle on amène le ballon, la manière avec laquelle on joue sans ballon, a un impact très sérieux, et ça doit être mis en place par le coach. Et sur ce sujet-là, le coach qu'on a, à moins de lui trouver encore une fois des excuses pour la énième année consécutive, on est littéralement incapable. Et donc, attendre qu'il y ait une cohésion dans le groupe pour arriver à quelque chose, c'est quelque chose d'illusoire au vu de ce que propose le coach que nous avons. Moi, perso, Vas-y, Lionel. Je ne retire pas la responsabilité de toucher, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, et je suis d'accord avec toi sur le manque criant de cohésion tactique au notre équipe. Mais je pense que ce n'est pas tout, c'est-à-dire que tu ne mets pas en place une tactique et après tout fonctionne. Je pense qu'il y a aussi des attitudes. Je prends le cas d'Mbappé qui, depuis quelques matchs, marche sur l'eau. Quand tu as un tel niveau, il y a des attitudes à avoir, il y a quelque chose que tu dois donner. Et le problème, c'est que même si tactiquement on a des faiblesses, des lacunes, tu sens qu'on n'a pas tout le temps cette envie de se battre ensemble, ensemble. Et j'avais bien aimé ce qu'avait dit le Marseillais Eric Dimeco, mais quelque chose qui est souvent très cohérent quand il parle du Paris Saint-Germain. Il nous dit que les joueurs aussi doivent avoir cette culture tactique et se rendre compte au bout d'un moment quand les choses ne fonctionnent pas, savoir aussi arranger les choses sur le terrain. C'est pas que le coach qui doit dire voilà, faites ci, ça, et eux, c'est des Et je pense que c'est aussi un problème structurel du manque de leader dans notre effectif. On en revient au manque de leader. Tu réduis beaucoup ce que je dis quand même, Lionel. Je vais aller dans le même sens que toi, c'est-à-dire je vais être dans la réduction du propos. Tu as des situations où un coach débarque et quelque chose se passe. Tu as des situations où, comme tu as un collectif d'équipe, effectivement, il y a des joueurs qui sont un petit peu moins bien, et tout à coup, quand ils arrivent à être bons, ils sont sublimés par le collectif. Et là, tu es en train de citer, pour citer un joueur, tu es en train de citer Kylian Mbappé, qui est un jeune joueur qui a des courbes de progression, il y a des moments où il est en régression, etc. Mais qui est un joueur, n'en doutons pas, qui est un joueur extraordinaire. Et en soi, un joueur extraordinaire va facilement trouver ces choses-là. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir justement un collectif, avoir quelque chose, avoir un environnement où un joueur qui ne serait pas forcément le joueur extraordinaire puisse rayonner et puisse rebondir. Là, tu es limité en fait à ces exceptionnels joueurs. Et quand je suis en train de parler d'un coach qui met quelque chose en place, mettre quelque chose en place, c'est un tout. C'est une cohérence entre un discours, entre une attitude, entre effectivement des demandes sur le terrain que tu vas travailler en entraînement,
Et c'est un ensemble de choses. C'est pas juste, tiens, en fait, toi, j'aimerais bien que tu montes 3 cm de plus à droite. C'est toi, tu montes 3 cm de plus à droite parce que toute l'équipe joue de cette manière-là. Ça a insufflé un état d'esprit et une manière de jouer à l'équipe. Et ça n'existe pas. Donner une envie aux joueurs de faire les efforts. Voilà, donner une envie aux joueurs de faire des efforts et de leur proposer une structure où tout à coup, effectivement, quand ils font un effort, quand tout truc, oui, effectivement, ça marche. C'est-à-dire que tout à coup, le joueur peut constater. Et là, les choses sont complètement différentes. Et c'est pas juste animer les choses sur un paperboard et se dire tiens, ça va marcher comme un football manager. C'est pas du tout ce que j'étais en train de dire. Mais il faut constater que le coach qu'on a, c'est à se demander quels sont les circuits de jeu qui sont travaillés en entraînement, à part reprendre les taureaux, etc. Enfin, faut vraiment les chercher parce qu'en match, on n'en voit toujours pas depuis je sais pas combien de temps. Et le contre-pressing a complètement disparu. Oui, et le contre-pressing qui était en place quand on avait en 4-4-2 avec ce moment de grâce. Alors, c'est ce moment de niveau 1 alors qu'on est au niveau moins 10. C'est comme l'année dernière, ils nous avaient donné espoir en décembre, début janvier, et puis ça s'écroule à partir de février-mars. C'est un peu le même schéma. Moi, tu voulais dire un truc Lionel, tu veux réagir ou c'est bon? Non, c'est bon, tu peux y aller. Non, moi je voulais juste dire que j'ai vu conclusion tous les défauts qu'on voit depuis 3-4 ans concentrés en 60 minutes, avec une absence totale de joueurs entre les lignes, avec des situations affolantes où aucun joueur ne propose une solution, avec dans nos 40 mètres, des fois où Lyon ne pressait qu'à 2, on se retrouve à 6 contre 2 pour faire la première relance. Tout ce que j'aime pas, on l'a revu dans ce match contre Lyon, et c'est sûr que ça ne donne pas vraiment confiance pour Dortmund. Mais bon, gardons espoir. Dreyas, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Je voulais poser cette question. Je vais commencer par la poser à Lionel. Sur ces 3 derniers matchs, est-ce que tu trouves que Tourelle fait trop de turnover et ainsi ne prépare pas son équipe pour Dortmund? J'ai pas trop eu l'impression qu'il y ait vraiment du turnover pour faire tourner l'équipe. J'ai plus l'impression que c'est des joueurs qui, à chaque fois, étaient absents pour suspension ou blessure, qu'il a été obligé de remplacer. Lyon, c'est l'absence de Kimpembe et Thiago Silva qui fait que Meunier joue, que Pierre est décalé à droite, dans l'axe. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit un turnover qui est dicté par l'envie de reposer des joueurs, mais plus par l'absence de joueurs. Non, par exemple, on a vu Kouassi contre Dijon, et là il était de nouveau sur le banc, et donc Kerrer qui est trimballé une fois latéral droit, une fois d'essai, alors qu'on sait qu'il va jouer latéral droit. On a vu Marquinhos Gay contre Dijon, et là d'un coup on voit Gay Paredes. Voilà, le Dreyas, toi, donc tu as commencé à en parler. Déjà, pour l'absence de repères. Déjà, voilà, faut pas mélanger. Le turnover, c'est mettre un joueur sur le terrain, puis après tu le mets sur le banc. Il y a un petit peu de ça, mais pas vraiment. Et à la limite, les turnovers sont plutôt cohérents par rapport au fait d'essayer de préparer toute l'équipe pour que les individualités soient en forme. La problématique, c'est pas le turnover, c'est les déplacements de joueurs. C'est tout à coup, Marquinhos, c'est vraiment le meilleur exemple. C'est même bizarre à regarder sur les précédents matchs. Sur les 4 derniers matchs, il y a un match où il joue en charnière et un match où il joue au milieu. Et c'est un coup. Donc, turnover, ça serait faire jouer Marquinhos 3 fois au milieu, puis le faire reposer en faisant rentrer quelqu'un d'autre au milieu. C'est pas exactement ce qui se passe. Et voilà, pour moi, c'est juste du grand n'importe quoi en termes de préparation, en termes de construction d'automatisme. On sait qu'une équipe fonctionne très bien à partir du moment où les automatismes sont en place, que c'est même la clé. Enfin, je veux dire, c'est même un coach niveau 0, c'est. Et c'est l'exact opposé qui est en train de se passer sur le terrain. À la limite, la seule chose sur laquelle il n'y a pas de doute, c'est la position des 4 de devant, où est-ce qu'ils vont jouer, sachant que ça tourne, il y a des choses à dire. Mais à la limite, tu vois, le turnover au niveau des attaquants, il y a une forme de logique. Il y a Sarabia qui a peut-être pas assez de temps de jeu par rapport à ses performances, mais il y a une forme de logique. Et à la limite, là, le turnover est intéressant. Mais la vraie problématique, c'est les automatismes. Par ces changements de système, de positionnement sur le terrain, ils tuent toute perspective d'avoir des automatismes. Et on se retrouve avec un Marquinhos qui finit par être à peu près intéressant à chaque fois dans la deuxième mi-temps, mais qui en première mi-temps galère parce que le mec, il a juste aucun repère. Et il faut qu'il reconstruise tout à chaque fois, quoi. Ok, on va passer aux individualités. On va commencer par la défense. On va commencer par le retour de Kerrer, donc, qui a fait 2 matchs en tant qu'arrière droit contre Bordeaux et Dijon et un match en défense centrale contre Lyon. Est-ce qu'il vous a rassuré, Lionel? Pour être tout à fait honnête,
J'ai pas trop de ses prestations. Contre Lyon, on n'a pas non plus subi énormément d'occasions. Après, Kerrer, on connaît ses qualités, on connaît ses limites. Contre Dijon, je crois qu'il fait un match très moyen, pour pas dire mauvais. Oui, notamment, il fait 10 très bonnes premières minutes et il disparaît. Les 10 premières minutes sont très très bonnes. Après, ouais. Il n'y a plus personne. C'est un joueur qui a du potentiel, mais qui aujourd'hui n'est pas prêt. On l'a répété à chaque fois, n'est pas prêt pour le Paris Saint-Germain. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'après le match contre Dortmund, qu'on puisse dire qu'il a fait une prestation neutre. Et ce serait déjà mieux que. Quoi. Qu'on entende parler. Draias. Bah déjà, moi je peux pas m'empêcher de passer de parler de Tourelle, même quand on doit parler d'individualité. Tu parlais tout à l'heure du turnover. Quel intérêt si tu sais qu'il va jouer latéral, de le faire jouer central sur ce match après Kerrer en tant que tel. Ouais, Lionel a tout dit, on connaît tout sur le joueur, on connaît tout sur ses qualités. Je pense que c'est plus un souci mental. Il s'est jeté peut-être un défi un peu trop grand pour lui et il a pas partiellement digéré ce défi et que partiellement et tant qu'il n'aura que partiellement digéré ce défi, eh ben, il aura des moments où il sera intéressant dans un match, mais globalement ces matchs seront insatisfaisants. Ouais, c'est un joueur qui est dur à définir. On ne sait pas vraiment quel est son potentiel, on ne sait pas vraiment quel est son poste. On a l'impression qu'il est un peu moyen partout. On sait qu'il est très bon de la tête et il a été nul à chier de la tête contre Lyon, quoi. Voilà. Ouais, on verra. Tourelle se dit confiant sur le retour de Silva pour Dortmund. Est-ce que ça vous rassure? Qu'est-ce que ça vous fait dire, Draias, toi, quand t'entends Tourelle dire ça? Je me dis que de toute façon, j'ai l'impression que c'est un coach qui comprend rien. Il me montre encore une fois qu'il est passé par les événements. C'est Silva. Alors là-dessus, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi. Mais Silva est son meilleur et peut-être un des meilleurs défenseurs sur le papier, si ce n'est sur le papier le meilleur défenseur, le meilleur central du monde. Il a un sens d'anticipation extraordinaire, mais il coûte cher par son positionnement. Il a une tendance à faire reculer le bloc et à offrir un trou entre le milieu et son positionnement. Et ça me pose problème. Mais maintenant, il faut rajouter l'âge. Et l'âge en retour de blessure. Et on a bien vu que on a vu un Thiago Silva à un niveau auquel on ne l'avait peut-être jamais vu depuis 6 ans où il était à Paris. Sur les 6 années qu'il a passé à Paris, c'est 6 ans, je crois. Je suis pas sûr. 7 ans, 7, 8 ans. Voilà. Et on l'a vu à un niveau où tout à coup, le poids des ans faisait que même sur ses points forts, qui sont des vrais points forts, il était extrêmement décevant. Et envisager de le mettre alors qu'il revient de blessure, qu'il manque de rythme et que tu sais que, pour moi, en dehors de ses points forts, ses points faibles sont rédhibitoires. Mais en plus de ça, tu sais que ses points forts, il va pas être fort sur ses points forts. C'est juste s'il le met après, c'est peut-être un troll, c'est peut-être histoire de dire des trucs. Faut espérer ça parce que s'il le met, c'est incompréhensible. C'est la question que j'allais poser à Lionel. Est-ce que tu penses que c'est un bluff ou tu es inquiet? C'est ce que je me posais la question. J'ai l'impression que c'est un bluff, mais pour les deux camps, entre guillemets. C'est-à-dire que. Oui, pour que Dortmund soit un peu perdu sur qui on va mettre. Non, mais même pas ça seulement, mais je pense que même, parce que Thiago Silva connaît un peu le bonhomme, si lui, il se sent prêt à jouer et que tu lui dis non, t'es forfait, il ne jouera pas, t'as un match à préparer. Si c'est pour avoir ton capitaine qui tire la tronche pendant une semaine, parce que, oui, s'il tire la tronche pendant toute la semaine et qu'il ramène tout le groupe vers le bas, c'est tout à fait. Donc moi j'ai l'impression que, j'espère que c'est ça. Je me dis, j'ose espérer que ça, que pendant une semaine il va entre guillemets dire on espère l'avoir, on fait tout pour l'avoir. Et le jour J, dire malheureusement, il n'a pas eu le temps de jeu. Mais il y a juste un truc, c'est que par rapport à Silva, il faut vraiment lui dire dans les 5 dernières minutes. Hein. Si tu lui dis à 14h, ça fout. Il fait merde. Hein. Peut-être, mais je pense que. Mais on sait qu'il est titulaire et 5 minutes avant, lui dire que entre 14h et 21h, il a le temps d'appeler tous les médias. Faut aller mettre Ben Silva dans une cave et là tu t'en sors parce que sinon voilà, si c'est un coup de bluff, faut vraiment tenir jusqu'à 5 minutes avant le coup d'envoi. J'ai une solution, il y a un mec qui a le coronavirus qui lui serre la main. J'étais en quarantaine. Non, mais au-delà de. Non, mais blague à part, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, c'est-à-dire réussir à le garder concerné jusqu'au jour du match. Et le jour du match,
Quand tu fais l'équipe, tu ne le mets pas. Je l'aurais même mis en tribune le jour du match et je décide de ne pas le mettre. Ah oui, oui, moi je préfère ne pas l'avoir sur le banc et qu'il n'y ait pas cette erreur de le faire rentrer quand on mène 1-0 à un quart d'heure de la fin. Je préfère éviter cette possibilité aussi. Bon, on va passer au milieu. Donc Verratti sera suspendu. Quel duo aligné? On a vu Marquinhos Gay contre Dijon, on a vu Gay Paredes contre Lyon. Est-ce que ces deux duos vous ont convaincu, Drayas? Mais on va tous tomber sur Paredes, mais il y a un truc, c'est que Paredes, c'est une horloge suisse pour ça. C'est Paredes quand il est avec Gay, on le sait depuis le début de la saison, ça n'a jamais été faux, a toujours été mauvais. Paredes avec Verratti, il est médiocre. Et Paredes avec Marquinhos, c'était plutôt bon. Paredes avec Kouassi, était plutôt bon. Et à chaque fois que tu le fais, ça marche. C'est-à-dire que tu n'as jamais de mauvaise surprise par rapport à ça. Donc ta ligne Paredes-Gay, encore une fois, et ça s'explique, c'est assez logique. C'est que tout à coup, tu as un joueur comme Gay qui dézone beaucoup et qui dézone pas forcément de manière très très rationnelle, très cohérente. Et tu as un Paredes qui se retrouve, malgré lui, quand Gay n'est pas dans la zone, à être le référent défensif. Et quand Paredes se retrouve avec le référent défensif, il n'est pas bon. Il est juste pas bon. Il a besoin qu'il y ait un autre joueur qui soit le référent défensif. Et à ce moment-là, il peut être intéressant par ses relances, par etc. Il fait quelques interventions défensives, mais ça ne sera jamais son point fort. Et il ne peut pas être référent défensif. Et quand tu es avec Gay, très souvent, c'est toi le référent défensif. Quand c'est pas Paredes, c'est Marquis. On se retrouve de manière récurrente à pester contre quand il y a Gay et Marco, pardon. Et voilà, quand tu as Gay et Verratti, de se retrouver à avoir Verratti un peu trop bas et qu'on aimerait qu'il soit un peu plus haut et qu'on regrette que ce soit Gay qui soit plus haut. Et voilà, j'ai pas envie de tomber sur Paredes quand tu l'alignes dans une configuration où tu sais qu'il va pas être bon. Et pour parler du match de Gay, Gay a eu quelques moments intéressants quand il était là où il est censé être. C'est un bon match contre Dijon d'ailleurs, mais match contre Dijon, c'était son meilleur match sous Paris Saint-Germain avec le Real. Pour moi, il était au-dessus contre Dijon, contre le Real, en passant. Mais bon, ça c'est ma lecture. Oui, ce n'est que ma lecture. Mais voilà, Gay, il a été bon quand il était au milieu, mais il était au milieu 15% du temps, et le reste du temps, il a juste été pas bon parce qu'il n'est pas fait pour. Juste en aparté, le match Strasbourg-PSG reporté. Ah, bon, ça ne va pas arranger les affaires de Neymar physiquement. Non, c'est très, 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 très mauvais pour Neymar. Parce que oui, il y a un foyer de coronavirus en Alsace. Mais pour ça, non, je suppose. C'est tombé là, j'ai pas encore eu l'article officiel. Bon, ça n'arrange pas les affaires parisiennes, tout ça. Non. Et ça n'arrange certainement pas les affaires des joueurs en cours de forme. Bon, voilà, un petit coup de mou en plus. Ton avis sur les duos alignés contre Dijon et Lyon, Lionel? Écoute, je vais parler d'un trio, en fait. C'est-à-dire que sur les deux derniers matchs, j'ai vu dans l'animation qu'on a souvent vu Mbappé partir depuis le côté gauche. Oui. Je me pose la question, est-ce que, c'est pareil, je crois que c'est contre Lyon, Gay dézonait énormément côté droit. Ouais, c'est contre Lyon, il dézone beaucoup côté droit, effectivement, pour laisser de l'espace à Mbappé. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne va pas partir dans un faux 4-3-3, c'est-à-dire avec Paredes dans sa vraie position, c'est-à-dire en sentinelle, Gay milieu axe droit, mais un peu plus bas, et ce serait Neymar qui coulisserait pour laisser le couloir gauche à Mbappé, comme on a pu le voir sur le match, où on l'a vu vraiment coller la ligne, que ce soit contre Dijon ou contre Lyon, où il était beaucoup plus côté gauche pour repartir dans l'axe. Et ça nous donnerait en fait une espèce de 4-3-3 avec un vrai 8-10 qui est capable de faire la projection qui serait Neymar. Et Paredes serait vraiment dans cette position de sentinelle. Alors, le seul souci, c'est qu'il ne serait pas protégé par deux véritables récupérateurs. Mais j'ai l'impression que j'essaie de trouver des choses. J'ai l'impression que c'est ce qui a été entre guillemets un peu travaillé, sauf que, comme il s'appelle, Neymar n'est pas non plus dans une forme optimale. Et l'avantage, peut-être en le faisant jouer un peu plus bas, c'est qu'il se retrouverait moins d'eau au jeu, ce qu'on a pu le voir contre Dortmund.
Ouais. Et moi, ce qui m'a un peu choqué contre Lyon, c'est que oui, on a vu Gay qui participe plus à la construction du jeu back Paredes à l'arrivée. Alors Paredes, le problème, c'est que lui, il va trouver les lignes de passe, mais si tu n'as personne au milieu entre les lignes, ça va être compliqué. Contrairement à Verratti, il ne peut pas monter avec le ballon pour ensuite trouver cette ligne de passe. Et ça, ouais, ça complique. C'est vrai que ce duo Gay-Paredes, c'est vraiment peut-être le pire niveau complément. Mais oula, il y a un moment, il va falloir nommer la relation Tourelle-Gay, quoi. Le fait que Gay soit titularisé en dépit et contre tout. Bon, ce serait Marquis Verratti dans son vrai esprit. Bah, peut-être. On l'a vu contre Bordeaux avant que Sébastien se blesse. Moi, j'en suis même pas sûr. Il n'a pas arrêté de répéter que Marquis le préfère au milieu et il sortirait pas Verratti. Donc si Silva avait été apte, moi j'en suis même pas sûr. J'ai l'impression que Gay a un totem d'immunité de titularisation. Regarde contre Bordeaux, Gay sur le banc, c'est Marquis Verratti, c'est Silva derrière, mais Silva se blesse au bout de 10 minutes. Mais après, oui, Gay est au pire le 12e joueur. Quoi. Ça fait partie des chouchous de Tourelle. Il y en a quelques-uns, Di Maria, Silva. Bref, on verra quel duo il va nous aligner, quel duo vous voudrez. On en parlera tout à l'heure de ça, de la compo que vous souhaitez contre Dortmund. On va passer à l'attaque. Première question. Qui pour accompagner Mbappé devant, sachant que Di Maria, Neymar et Mbappé seront sûrement partants? Cavani, Icardi ou Sarabia, Darius? Je pense que ça va être Cavani. Et moi, j'adore Icardi, mais c'est vrai qu'il marque un petit peu le pas, donc je serais pas choqué. Les gens qui sont fans de Sarabia, je comprends leurs arguments. Après, Sarabia, c'est moins non. C'est très difficile de mettre et Cavani et Icardi sur le banc. C'est quelque chose de compliqué. Un coach très couillu pourrait peut-être le faire, mais en soi là-dessus, pour moi, il y a quoi qu'il choisisse, il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de Cavani ne démérite pas. Alors après, il y a juste la problématique de ce qu'a dit Tourelle, c'est-à-dire un attaquant qui marque un attaquant titulaire. Sarabia marque tous les matchs. Icardi a marqué au match précédent et Cavani n'a marqué que sur un match. Donc il y a un problème de cohérence. Mais si on oublie la déclaration de Tourelle, quoi qu'il choisisse, au fond, là-dessus, ça m'ira. Oui, c'est pas le poste le plus inquiétant. Lionel. Après, pour répondre par rapport à Sarabia, le souci, c'est que si tu alignes Sarabia en sachant que Neymar, Mbappé, Di Maria vont démarrer, ça veut dire que tu remets Mbappé dans une position de pur neuf, et je pense que c'est pas exploiter les qualités premières de Mbappé. C'est vrai, bonne remarque. Ça, d'une façon, ça condamne plus ou moins Sarabia, en fait. Parce que tu as besoin d'avoir ce neuf pour permettre à Mbappé. Mais dans ce cas-là, Tourelle ne peut pas l'expliquer comme ça plutôt que de dire je ne peux pas sortir un attaquant qui marque. Je pense que quand il parlait d'un attaquant qui marque, c'était par rapport à la concurrence entre Icardi et. Ah oui, mais non, mais c'est concrètement ce qu'il a dit. C'est concrètement ce qu'il a dit. Quand tu as un mec comme Sarabia quand on sort, après Sarabia est un bon mec. Et puis au-delà de ça, Cavani a marqué, c'est vrai, mais il a marqué sur un match. Et le match d'après, qui c'est qui marque? C'est Icardi. Après, je suis d'accord. Le seul souci, c'est que on n'aurait pas eu l'info de Strasbourg. On aurait dit, bon, on verra ce week-end. Mais là, mettre Icardi alors qu'il n'a pas. Là-dessus, je suis d'accord. Non, mais soit dit en passant, je maintiens, c'est pas, pour moi, il n'y a pas un scandale parce que Cavani est sur le terrain. C'est le seul bémol que je mets, c'est la déclaration de Thomas Tuchel qui ajoute de la fumée sur de la fumée où tu comprends plus rien et tu sais. Et je pense que si nous on comprend rien, les joueurs doivent pas mieux comprendre. Et ça doit être assez difficile. Là, on voit un Cavani qui revient plutôt bien physiquement dans le jeu, qui est assez altruiste. Alors, il a toujours ses gros ratés, mais dans le jeu, c'est vrai qu'il est pas si mal dans les 2 derniers matchs. Après, un des trucs qui est quand même intéressant, c'est qu'on a pu le voir, c'est contre Bordeaux, je crois, où Cavani a quand même cette capacité à user une défense. Alors, c'est vrai qu'il peut rater des buts et autres, mais il va user une défense. Et quand Icardi sort du banc et que tu as une défense qui est déjà usée et qui, lui, par rapport à ses déplacements, peut trouver exactement la bonne zone pour finir, ça peut être intéressant de commencer par un Cavani donc, qui use une défense en espérant qu'il ne vendange pas en début de match. Et puis, s'il y a besoin, faire entrer Icardi pour aller mettre le but ou autre qui peut être très vérifié.
J'aimerais réagir à ce que tu viens de dire, Lionel, dans le sens où tout le débat sur l'impact physique qu'amène Cavani, qui est réel. Mais je crois qu'il y a plein de gens, c'est un peu le même débat en fait que sur l'impact défensif entre Cavani et Icardi. Il y a plein de gens qui ne mesurent pas l'impact que va avoir Icardi sur une défense et l'impact défensif. On voit beaucoup moins Icardi. Alors Icardi a une petite baisse de forme, donc c'est un peu moins grand en ce moment. Mais on voit beaucoup Icardi moins dans le dur, Icardi, on voit beaucoup moins Icardi défendre, mais Icardi en termes de défense, il coupe toutes les premières lignes de passe. C'est-à-dire C'est le que premier si tu pressing. si t'avais les deux ailiers qui faisaient le travail à bloquer les ouvertures de passe, Icardi fait un travail extraordinaire. Et pour ce qui est de user une défense, imagine que, quand Icardi est un petit peu en meilleure forme, le mec, tu sais jamais où il est. Tu sais, il se fait oublier en permanence, il peut débouler en permanence dans ton dos. C'est-à-dire que, ouais, il va peut-être pas t'user physiquement, mais il va t'user nerveusement une défense, et à l'arrivée, ça sera la même chose. Il y a ce débat, il y a cette mise en relation entre Cavani et Icardi que je trouve à chaque fois très très injuste pour l'Argentin, qui est de dire que l'Uruguayen court plus, et donc pour moi c'est juste que ça se voit plus. Mais en soi, l'impact, la fatigue qu'implique la présence d'un Icardi sur une défense, elle est d'une nature différente à celle que Cavani va impliquer, mais elle est tout aussi réelle, de la même manière que l'impact défensif. Ils sont incomparables, mais les deux sont très utiles. Je voulais juste faire ce petit bémol. Ok. Entendu. J'allais vous poser une question qui est d'autant plus vraie depuis l'info de Lionel, donc le match demain est annulé. Neymar sera-t-il prêt pour Dortmund? Est-ce que vous êtes inquiet sur son état de forme, Drayas? Bah, avec cette information, c'est catastrophique, ouais. C'est juste catastrophique. On sait que Neymar, maintenant, on commence à le connaître. On sait que c'est un joueur qui a besoin de rythme. On savait déjà que le fait de jouer et Lyon et Strasbourg, ça allait pas être suffisant. Son rouge était malvenu. Voilà, son rouge était malvenu. S'il avait pu enchaîner 4 matchs, ça aurait été une toute autre histoire. Et là, enchaîner 2 matchs, on savait que ça allait pas être suffisant. On savait qu'on allait avoir un Neymar, un Dortmund qui aurait pas été capable de faire les efforts défensifs. Et si en plus il peut pas jouer Strasbourg, c'est juste une extrêmement mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on va avoir un Neymar qui sera moyen, qui va un peu se réveiller en deuxième mi-temps. On connaît le scénario. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu as un de tes deux meilleurs joueurs qui va jouer contre son merdo pendant 60 minutes sur une jambe. Lionel? Oui, c'est sûr. De toute façon, on avait besoin d'avoir du rythme, mais c'est sûr et certain que cette annulation ne fait pas nos affaires. Et le problème avec Neymar, c'est que quand il n'est pas bien physiquement, c'est un joueur qui croque, et ça, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Et en plus, un joueur qu'on ne peut évidemment pas mettre sur le banc, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et qui a besoin de rythme. C'est vrai que même si on le faisait rentrer sur 30 minutes, tu n'aurais pas son rythme. C'est un joueur qui va se réveiller à chaque fois en seconde mi-temps quand il est en méforme. Donc, c'est même pas une solution de joker possible. Il faut juste espérer qu'il décide de jouer un peu plus simplement le temps qu'il rentre dans son match. On sait qu'il le fera pas. On sait qu'il le fera pas. On sait que surtout s'il se retrouve à 1 contre 5. On sait qu'il va essayer de dribbler sans y arriver. Et à la 50e minute, il va trouver le second souffle dont il a besoin, là où normalement il est comme ça depuis la première minute. Et il fera une ou deux passes magnifiques. Et il fera une ou deux passes, peut-être un but, mais est-ce que ça sera trop tard? On sait que on connaît Neymar maintenant. Ça fait un moment. On sait que quand il est dans le dur physiquement, il essaye jusqu'à ce que ça marche. Malheureusement, ça va être ce qui va se passer, quoi. On va passer. Oui, vas-y. Le seul truc qui est intéressant, c'est que par rapport au match aller, on a, comme il s'appelle, Mbappé qui est dans une meilleure forme physique. J'allais en parler. Je vais te relancer dessus, justement. Donc, on a Mbappé qui, effectivement, est en pleine bourre. Est-ce que c'est le vrai leader de l'attaque sur qui on doit compter, du coup, contre Dortmund, Lionel? Il a demandé des responsabilités. Je pense que là, c'est le moment de les prendre. Donc, c'est un joueur qui, normalement, ne fuit pas sa responsabilité. Là, il arrive en pleine bourre. Et j'espère qu'on pourra compter sur lui sur ce match. C'est un joueur qui, malgré son jeune âge, a les qualités pour réussir à porter l'attaque d'une équipe, je pense. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Drayas, Mbappé, est-ce que c'est son match? Mbappé, c'est son match si Dortmund le laisse avoir son match. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en face,
T'as Sancho, t'as Brandt, t'as d'autres joueurs en face, et t'as un milieu. Et donc, si on est incapable de procurer quoi que ce soit, après, un espoir, c'est Mbappé qui va être en mode passer. Si Mbappé arrive lancé sur le milieu et qu'il arrive à passer la ligne du milieu et qu'il se retrouve avec passer Mats Hummels, bah, il peut marquer un but, mais ça peut être trop peu trop tard, quoi. Tu vois, ça peut être. C'est faut pas oublier dans cette analyse qu'en face il y a une équipe qui sait jouer au foot quand même, et Mbappé à ce niveau de forme, à lui tout seul, il peut faire quelque chose. Mais est-ce que ça suffira par rapport au fait que l'équipe adverse fera quelque chose? C'est là où ça peut poser des problèmes, et c'est là où il va falloir proposer quelque chose de cohérent, et éviter de tomber dans le piège de faire un 4-3-3, parce que maintenant on sait que Tourelle en est capable, même si ça n'a pas du tout été préparé avant, et de se retrouver à trop de joueurs derrière la balle, et justement jamais être capable de trouver un Kylian Mbappé dans une position où il sera capable de faire une différence, parce que Mbappé, il a besoin de prendre ses 3 premiers pas où il va prendre de la vitesse. Et si à chaque fois qu'on le trouve, il a un défenseur sur lui parce qu'on est trop derrière pour le trouver, on n'arrivera pas à grand-chose, quoi. Ouais, bah, oui, tu dis il y a une équipe qui sait jouer au foot. On a surtout à Dortmund pas mal de joueurs intelligents, et il y a un coach intelligent aussi, effectivement, qui sait s'adapter. On va enchaîner avec Dortmund, justement. Quel compo vous souhaitez, Lionel? Quel 11 tu mettrais mercredi? On n'a pas non plus tellement de choix hein, dans le but Ouais. la défense Thierry, Marquinhos, Kimpembe. Après, le souci, c'est que Bernat n'a pas joué le match aller contre Dortmund. Son dernier match, c'est contre Dijon, il me semble, où il est rentré contre Dijon. Il a seulement été reposé contre Lyon parce qu'il devait jouer Strasbourg, ouais. Et contre Dijon, il rentre, il me semble, en seconde mi-temps, non? Il sort, ouais, vers la 70e, je crois. Il sort ou il rentre? Parce qu'il me semble. Il est titulaire contre Dijon. Et c'est contre Bordeaux qu'il rentre en fin de match. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, on a déjà pas beaucoup de rythme. Donc, qu'est-ce qu'on privilégie? Bernat, Kurzawa, c'est compliqué. Au milieu de terrain, ben, on n'a pas tellement de choix. Kwasi n'a pas tellement joué, donc ce serait pas non plus faire un cadeau de le faire démarrer un tel match. On sait très bien que ce sera Gay Paredes. Et puis le quatuor devant, Di Maria, Neymar, Mbappé, Cavani. Ça, c'est ce que tu vois ou c'est ce que tu veux? Ben, le problème, c'est que on peut vouloir quelque chose, mais vouloir quelque chose qui n'a pas pu être travaillé, ça n'a pas non plus d'intérêt. C'est-à-dire que moi, j'aurais voulu voir le terrain Paredes-Kouassi essayer pendant les derniers matchs. Mais ça n'a pas été essayé. Kouassi, le seul match je crois qu'il a joué 1 ou 2 matchs, je crois que c'était en défense centrale. Donc, même si on souhaite quelque chose, c'est quelque chose qui ne serait pas cohérent par rapport à ce qui a pu être vu lors des derniers matchs. Donc, c'est pas mal d'arriver pour ce match, alors qu'on nous avait dit que oui, il y avait des blessés, mais que physiquement on serait prêt justement pour cette double confrontation. On n'a jamais été autant en doute avec aussi peu de certitude, quoi. C'est encore une masterclass du PSG Circus. Dreyas, toi, ta compo? Le truc, en fait, moi, je vais pas partir du principe qu'on peut pas voir Kouassi. Pourquoi? Parce que si on voit pas Kouassi, ça veut dire qu'on voit Gay. Et pour moi, mettre Gay, c'est juste suicidaire sur ce match-là, face au milieu de Dortmund. Mais on sait que, à moins qu'il fasse un Gay Marquinhos, bon, Et Kouassi derrière, du coup. voilà, mais on sait une chose, c'est qu'il va être essentiel, si jamais on n'a pas Paredes sur le terrain, d'avoir un milieu qui sera un milieu référent, qui sera le référent défensif. Il va falloir avoir un peu de muscle, un peu de présence au milieu, capacité à couper notamment les montées de Julian Brandt, être capable Brandt est de retour. Être capable de le bloquer, etc. Et un gars qui passe son temps à dézonner, je suis désolé, si c'est pour laisser Paredes seul, c'est juste pour moi du grand n'importe quoi. Donc, pour moi, de facto, Gay, il sort. Ensuite de ça, tu parlais de Bernat. Moi, c'est pareil là-dessus. Il y a une préparation qui a été faite à l'envers pour Marquinhos. Mais
Mais une manière de pouvoir jouer avec Bernat en dépit de ses carences défensives, c'est d'avoir un Kimpembe qui a pour responsabilité de couvrir. Et si tu as un Kimpembe qui a pour sa responsabilité de couvrir, tu es à minima obligé d'avoir un Marquinhos à côté de lui. Kouassi est trop vert pour ça. Capacité à compenser en permanence dans le match. À droite, on sait que ce sera Kerrer. Là aussi, encore une fois, préparation. Pourquoi diable a-t-il fait jouer en centrale? Mais bon, il comptait sur Strasbourg pour le remettre à droite. Oui, mais encore une fois, tu veux le faire jouer à droite, bah, tu le fais jouer 4 matchs à droite. Diallo n'était pas apte, Silva était à 30 mais il aurait pu mettre Kouassi contre. Oui, voilà, tu vois, il y a un moment, tu le fais jouer 4 matchs à droite, tu lui donnes des repères, tu lui donnes des automatismes. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc, mais maintenant, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait qu'on a un pitre pour coach, on sait que ce sera Kerrer à droite et il y a moins de travail avec Kerrer à droite qu'avec Bernat à gauche. Et donc pour moi, tu dois avoir Marquinhos en charnière. Et du coup, ben, j'enlève Gay et je mets Marquinhos en charnière. Le seul qui au milieu peut faire le rôle, et c'est vrai qu'on l'a pas vu une seule fois, c'est Kouassi. Kouassi présente un immense avantage, c'est qu'il est capable de percer balle au pied. Il est capable de faire des défenses en avançant. Et l'autre immense avantage, c'est qu'il est un référent défensif. Il a un immense inconvénient, enfin deux maintenant. Le premier immense inconvénient, c'est qu'il a des sautes de concentration. C'est un très jeune joueur, donc il y a des moments où pendant 10 minutes, il n'est pas là, il oublie quelque chose et ça lui arrive. Et l'autre problématique, c'est qu'il n'a pas du tout été préparé pour le poste, mais je ne vois pas de meilleure solution. Donc voilà, j'ai dit les 4 de derrière, j'ai dit les 2 du milieu, et ensuite devant, je vais continuer sur Neymar, parce que même Neymar diminué, on ne peut pas s'en passer. Mbappé, la question ne se pose pas. L'argument de Lionel est très juste. Mbappé, tu vas d'autant plus en profiter si tu es un attaquant. Donc Cavani, moi, ça m'irait très bien. Après, Icardi a une petite baisse de forme, donc je choisirais Cavani. Et à droite, j'aurais tendance. Alors là-dessus, c'est le désir du supporter. C'est pas le réellement, ça sera Di Maria. J'aimerais que ce soit Sarabia, mais voilà, ce serait ça ma compo. Alors moi, j'ai une compo qui ne sera jamais alignée et qui risque de faire bondir pas mal de supporters. Je pars dans l'optique que de toute façon, quoi qu'on mette, on prendra au moins un but. Et que l'objectif, c'est d'en mettre le plus. Si on en prend 3, on en met 5. Moi, je pars sur Bernat Kerrer sur les côtés, on n'a pas le choix. Je mets Kimpembe Kouassi en défense centrale pour tout de suite monter le bloc dès la première relance. Marquis en zone pour couvrir justement cette défense centrale. Et devant Marquis, je mets Draxler. Je mets Draxler pour venir apporter un relais à Di Maria et Neymar, sachant qu'en plus, vu que c'est Kerrer qui ne monte pas beaucoup, il faut vraiment avoir un joueur entre les lignes pour venir aider ses attaquants. D'ailleurs, j'ai dit Di Maria, mais je mets Sarabia, pardon. Sarabia qui peut en plus revenir aider au milieu Draxler et Marquis. Donc ça peut se transformer en phase de possession en espèce de 4-3-3 et en phase de contre, un 4-4-2 avec Mbappé qui part de la gauche. Et du coup, devant, je mets Neymar, Mbappé et Cavani, vu la forme actuelle, plus Cavani qu'Icardi en fin de match peut-être. Donc moi, je partirai là-dessus. Mais ce sera jamais le cas. Je crois que j'ai pas bien compris. Tu mets Draxler, Marquinhos sur le terrain? Je mets Draxler, Marquinhos sur le terrain. Déjà, Draxler, Verratti en 4-4-2 à Naples m'avait convaincu. En fait, il joue un 4-1-3-2. Si tu veux. Non, un 4-4-2 qui se transforme en 4-3-3. Oui, mais dans les faits, dans l'idée, c'est un 4-1-3-2. Et je précise juste que je mets Sarabia pour la raison que Di Maria avec Neymar, on le sait tous, c'est beaucoup moins bon. Et en plus, avec un Neymar en méforme, il faut vraiment avoir un joueur comme Sarabia qui peut bouffer l'aile et pouvoir compenser les recentrages de Neymar. Oui, vas-y, réagis. La problématique, en fait, moi, je trouve que c'est une compo qui me plaît beaucoup. Si, et seulement si, Neymar est capable de faire les efforts défensifs. Parce que le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu te retrouves dans une situation où Marquinhos est le seul joueur au milieu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Draxler monte, il faut qu'il y en ait un des 4 qui redescende, et etc. Draxler sait revenir dans le milieu, on l'avait vu à Naples. Oui, mais quand il monte, tu as une perte de balle, il faut qu'il y en ait un qui soit prêt, etc. Et il ne faut pas se retrouver en sous-nombre au milieu. Faut pas se retrouver en surnombre sur le surnombre dans l'attaque. Oui, non, mais bien sûr, mais le but au foot, c'est d'avoir des surnombres en défense et en attaque. Hein. Et Sarabia peut compenser cette montée de Draxler. Alors, Sarabia, oui, mais en fait, Sarabia le fait pour un tiers, Draxler le fait pour un tiers, et il faudrait qu'un autre joueur le fasse pour un tiers. En fait, j'ai fait une compo si c'était Guardiola le coach. Et là, mais non, mais en soi, ça me plaît, mais juste
que Neymar fasse son tiers. Et on sait très bien que Neymar ne fera pas son tiers. Et du coup, pour moi, si Neymar ne fait pas son tiers, c'est trop déséquilibré. Et tu vas trop prendre l'eau et tu ne vas pas t'en sortir. Bon, Lionel, une réaction sur ma compo totalement fantaisiste. Après, pour reprendre ce que dit Graya, c'est qu'on l'a vu hier, quand Mbappé et Neymar étaient un peu plus émoussés, Cavani n'hésitait pas à le faire. Oui. Ce qu'il ne faisait pas la saison dernière, moi j'ai l'impression que Cavani et Neymar ont créé comme une complicité qu'on ne voyait pas avant. On les voit fêter des buts ensemble, être contents quand les choses se passent. Donc j'ai l'impression que si Neymar est un peu moins bien, Cavani, là où l'an dernier, j'avais l'impression que quand les deux autres ne faisaient pas l'effort, il disait si vous ne faites pas l'effort, moi c'est pas mon problème, je ne le ferai pas non plus. J'ai l'impression que là, il accepterait plus facilement de le faire parce que s'il voit que Neymar est un peu plus en difficulté qu'il y a un an, par exemple. C'est possible, mais pour moi, ça ne peut pas suffire parce que ça part de devant. Il y a un moment où il faut qu'il y ait. En fait, c'est une histoire. En fait, si tu veux, pour moi, quand tu mets des offensifs au milieu, faut que chacun. En gros, il va falloir que chacun des offensifs fasse un tiers du taf défensif pour que tu te retrouves avec un homme de plus derrière. Et Cavani va le faire, mais Cavani, c'est désordonné. Cavani, c'est du cerveau droit. C'est un peu brouillon, ça marche, c'est un peu brouillon, ça va partout, mais si tu veux, c'est pas quelque chose sur la durée où tu vas pouvoir te dire, tiens, c'est là ponctuellement sur cette action-là où tu vas pouvoir compter sur Cavani. Ça va pas être sur la durée, sur quelque chose où il va faire l'effort défensif d'une manière continue dans une zone précise. Et c'est ça qui pour moi est essentiel si tu te mets avec le seul marquis, c'est que Sarabia fait l'effort défensif dans une zone, Draxler dans une autre et Neymar dans une autre, et que à l'arrivée t'es un personne de plus. Mais le problème c'est Neymar. Et pour moi l'impact défensif de Cavani, ça serait un plus, mais ça ne compenserait pas l'absence des efforts défensifs que Neymar ne ferait pas. Ouais, mais on verra bien. De toute façon, est-ce qu'il y aura des surprises? Il est capable de nous mettre Bernat au milieu et Kurzawa à gauche. Pour faire un 4-3-3. On verra bien ce que nous propose Tourelle. On va passer maintenant au petit pronostic. Lionel, un pronostic pour ce match? Écoute, c'est compliqué. Le cœur a envie le cœur, forcément, on a envie de voir le match se qualifier. 0, 3-1, n'importe comment, on s'en fout. Après, le problème, c'est que par rapport à ce qu'on voit depuis quelques temps, c'est compliqué d'être totalement optimiste. Donc, je ne veux pas faire de pronos, c'est-à-dire que j'espère que Paris va se qualifier, je vais rester là. Poule mouillée. Est-ce que tu vas plus te mouiller? Je prédis le même score qu'à l'aller. Devant Dortmund? Ouais. Alors moi j'ai dit après l'aller qu'on allait se qualifier. Je continue à le dire, à part s'il nous sort Silva titulaire avec un milieu Marquis Gay. Là mon jugement serait atténué. Je vais pronostiquer une victoire 3-1 du PSG après prolongation. On verra bien. Du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Pas beaucoup d'enthousiasme, on l'entend. On espère que jeudi, quand on analysera le match contre Dortmund, on sera un peu plus joyeux. On espère qu'on sera qualifié. Et pour la première fois depuis combien de temps qu'on n'est pas en quart? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. On espère qu'au prochain podcast, on sera dans le pot d'une équipe qualifiée pour les quarts de finale. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Et merci à toi, Lionel, pour ce podcast. Et on espère que tu seras en forme jeudi. Juste avant de finir, on n'est plus en quart depuis le départ de votre entraîneur préféré à tous les deux. Votre idole. C'était pas... je plaisante, on va pas réagir maintenant. Moi, je réagis. Merci de ne pas me dire merci à moi. Mais j'allais y venir, c'est pas fini. Et moi, je réagis en disant que Tourelle est pire que Laurent Blanc. Dreyas. Tourelle est bien pire que Laurent Blanc. Laurent Blanc, j'aimais pas, mais il y avait une cohérence. J'aimais pas la cohérence de Laurent Blanc. Tourelle, c'est juste de l'incohérence, et c'est de l'incohérence qui n'est pas aimable parce que c'est du n'importe quoi. Donc voilà. Bon, Dreyas, on espère que tu seras là jeudi, pas contaminé par le corona. Si, mais je te le refilerai. On sera en quarantaine au perroquet, sinon. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, hein. Je pense que Basto a déjà... Oui, Lionel? J'ai dit, je pense que Basto a déjà été contaminé, toi, au corona. Enfin, à la corona.
La Corona. Ouais, C'est pas la bière que je préfère. Corona, c'est dégueulasse, la Corona. Mais je préfère être contaminé à la Corona qu'au Corona, quitte à choisir. Petit aparté, on va proposer des petits podcasts courts pour lundi et mardi soir où on racontera nos souvenirs des 2 dernières remontadas pour être dans le domaine un peu plus positif. On racontera comment on a vécu les 2 dernières éliminations contre Barcelone et United. Donc soyez là lundi et mardi soir. Merci à vous 2 et merci aux auditeurs. Merci. Et à la prochaine, à jeudi. Ciao tout le monde. Soirée.